La ville de Nijni Novgorod, située au confluent de deux grands fleuves, la Volga et l'Oka, est considérée comme une des plus belles villes de la Russie. Fondée en 1221 par le prince de Vladimir de Suzdal, Yuri Vsevolodovitch. Aujourd'hui, cette ville, avec sa population d'1,5 million d'habitants, est la capitale de la région fédérale de la Volga, occupant la 3e place après Moscou et Saint-Pétersbourg, selon son importance pour le pays. Dans les années 30 du XXe siècle, la ville a été nommée en l'honneur d'un grand écrivain, Maxime Gorky. Étant un centre du pays de niveau stratégique, bien des années Nijni Novgorod était fermé pour la visite des touristes étrangers. Heureusement, ce temps s'est passé et le nombre de visiteurs s'accroît d'un an à l'autre. En 1991, on a rendu à la ville son titre original. Par la décision de l'UNESCO, Nijni Novgorod est un des 100 villes de la planète ayant la valeur mondiale et culturelle. Au début de l'automne de l'année 1221, le grand prince Yuri Vsevolodovitch, au cours de sa marche militaire vers les terres de la Mordovie, était bouleversé par la beauté du paysage au confluent de l'Oka et de la Volga. Pour la protection contre les orages futurs, comme annoncent les annales, il avait mis la cité sur la bouche de l'Oka, la forteresse frontalière, l'avant-poste russe, la citadelle génialement construite, qui avait soutenu 11 sièges pendant son histoire. Plus tard, le grand prince avait été canonisé par l'église orthodoxe est considéré comme le protecteur céleste de la ville. Donc, avant de devenir la porte-monnaie de la Russie, et avant d'atteindre une renommée mondiale, de nombreuses décennies, Nijni était son bouclier et son glaive. À toutes les époques, Nijni Novgorod était beau et majestueux. Les temples et les monastères ressemblant des forteresses, aujourd'hui aussi comme au temps jadis, élèvent vers le ciel les dômes d'or et azurés. La belle cathédrale composée des églises de monastères de l'Annonciation, qui a le même âge que la ville elle-même, bouleverse par sa grandeur et la propreté tous qui se trouvent entourés par ses murs, ainsi que le monastère Pechorsky, un vrai joyau de la construction d'églises russes. La curiosité principale du vieux Nijni Novgorod est le Kremlin, ensemble unique, mélange de la sévérité des murailles, des tours médiévaux et du dépouillement des constructions classiques du XIXe siècle. Au centre du Kremlin se trouve la cathédrale de l'Archange Saint-Michel, une œuvre exemplaire de l'architecture de tente commémorative. C'est non seulement un grand monument architectural, mais aussi la mémoire de ceux qui avaient défendu l'identité russe, et sans qui il y aurait plus de force et de gloire de notre pays au siècle ultérieur. Le monument à l'échevin Minin et au prince Pojarski, qui avait entraîné le peuple de Nijni pour aller au secours de Moscou, envahi par les agresseurs polonais en 1612, enrichit la place rouge à Moscou. Sur la place de l'appel de Minin vers les Nijni Novgorodiens, s'est élevée la copie de la sculpture moscovite près du temple de Jean-Baptiste, récemment bâti. D'autres monuments remarquables, la cathédrale Stroganov et notamment l'église Rojdestvenskaya ou la Nativité, datée de la fin du XVIIe siècle, la merveille surprenante. Le seul exemple, il n'y a encore que 2 iconostases en toute la Russie comme celle de l'église. La deuxième orne la cathédrale de Saint-Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg et la troisième est dans la cathédrale du couvent Novodevitchi à Moscou. Le fait que ces 2 iconostases avaient été créées selon leur échantillon Nijni Novgorodien.
Dès le XVIIIe siècle, Nijni jouait le rôle du centre commercial de la Russie. La glorieuse histoire de la ville marchande se reflète aujourd'hui dans les œuvres architecturales telles que le bâtiment solennel de la foire Nijnogorodska, la grande maison du commerce, la cathédrale du Sauveur de Vieille-Foire, successeur architectural de la cathédrale Saint-Isaac en Saint-Pétersbourg, les résidences des marchands du XIXe et du début du XXe siècle. Peut-être, la foire est la première association identifiant Nijni aux yeux d'un étranger. Établie sur le territoire du banlieue de Konavino, la foire était mondialement connue. C'était ici où l'on définissait le taux de change des monnaies nationales et la dernière fois, c'était déjà après la grande révolution d'octobre 1917. Et comme auparavant, la foire d'aujourd'hui mérite le nom d'une petite Babylone. À propos, grâce à la foire, Nijni est devenu un centre industriel important, un sabord de charge et un port de voyageurs. Le chantier naval sur la Strelka, le triangle gigantesque baigné par les eaux de la Volga et de l'Oka, les usines dans le banlieue de Sornovo, ils étaient tous les éléments de service de la foire. En outre, Nijni, ce sont des parcs, le trésor vert de la ville, résidence des marchands du XIXe siècle, la gare fluviale, autrefois la plus grande en Europe, la place centrale Minine Pojarski, le noyau de toutes les fêtes et des grands événements de la ville, ainsi que la rue principale piétonnière, Balcha et Pakrovskaya, la plus aimée par les Nijni-Novgorodiens comme par les visiteurs de la ville, pleine de cafés et de restaurants, salons et magasins. Deux théâtres, le théâtre académique du drame et le théâtre de marionnettes, sont aussi dans cette rue. Et un des théâtres les plus visités, la Comédie, se trouve dans les rues traversant Balcha et Pakrovskaya, rue Gruzinskaya. Nijni Novgorod est apprécié en tant que capitale méritée de musées de la région de la Volga. On y compte plus d'une quarantaine de musées et des dizaines de salles d'exposition. L'exposition du musée des arts se formait pendant plus de centaines d'années et aujourd'hui sa collection compte près de 12 000 pièces. La base de l'exposition est présentée par la vaste collection russe de la peinture, graphique, sculpture, ainsi que de l'art décoratif, appliqué et populaire. En outre, les réserves du musée contiennent une collection remarquable des auteurs d'Europe occidentale, aussi comme des œuvres de l'art oriental. La collection des arts russes diffère avantageusement par son intégrité et plénitude, ce qui donne la possibilité de suivre successivement l'histoire de la peinture nationale dès la peinture ancienne d'icônes jusqu'aux travaux modernes de la fin du XXe siècle. À présent, l'une des tours du Kremlin de Nijni Novgorod représente un musée consacré à l'histoire de la levée en masse de 1612, dont l'idée a été mise à la base de la fête nationale, la journée de l'unité populaire. Tout à fait. Elles ne sont pas nombreuses, villes qui peuvent se vanter d'une telle collection de pièces uniques créées par des maîtres des arts populaires. L'exposition de ce musée de l'art, unique en Russie, fait connaître l'histoire et les secrets technologiques des travaux et des métiers de cette époque-là. Tout cela, c'est la ville hospitalière de Nijni Novgorod. Mais il existe encore toute une région étendue à travers plusieurs zones naturelles, du taïga au nord jusqu'à la forêt steppe au sud. Dizaines de villes, parmi lesquelles de grands centres industriels et historiques, chacune avec sa propre culture et ses propres traditions. Des villages tels que Boldino, domaine familial de Pouchkine, ou bien Diveïvo, la terre de Saint Séraphin de Sarov. Le nord schismatique, gardant les traditions des vieux croyants du XVIIe siècle, et le sud fertile et riche en blé, les bois et les petites rivières tortueuses du taïga, l'étendue solide des sœurs cadettes de la Volga, la Vitluga et la Soura, qui sont aussi navigables. De siècle en siècle, ce milieu forgeait le caractère du Nijni Novgorodien, ouvert, plein d'esprit de liberté et en même temps entreprenant. Voilà pourquoi les marchands de Nijni faisaient partie des meilleurs entrepreneurs russes.
À 40 km de Nijni se trouve une ancienne ville de Balachna, ville marchand, ville soldat, ville artisan, connue par ses fours à bain de sel. C'est là où se trouve le monument à Ménine, natif de Balachna. Le frère aîné de Nijni Novgorod, la ville de Gorodets, était fondée par le prince Yuri Dolgorouki, presque simultanément avec Moscou. Notamment, cette ville est le noyau de l'immense quantité de métiers, en particulier du célèbre jouet de Gorodets. Et ici sont loqués les chantiers navaux les plus grands sur la Volga. L'endroit le plus connu de Gorodets est son rempart qui avait soutenu de nombreux sièges. Ici, sur cette terre de Gorodets, le grand prince Alexandre Nevsky avait trouvé son repos éternel. Comme les temps passés, le présent aussi dont la naissance à ses zéros. Au début du XXe siècle, à l'ancien village de Vassilov est né l'homme qui littéralement avait pris le monde sous ses ailes, Valery Chkalov, aimé par tout le monde, le plus grand pilote expérimentateur de l'époque d'avant-guerre, ayant pour la première fois dans l'histoire traversé le pôle du Nord, de Moscou à Vancouver, sans escale. Son avion, un 25, est placé dans cet hangar. La maison où il était né et vivait s'est transformée en musée gardant l'atmosphère et l'ambiance de sa vie. La maison confortable à Mezzanine, au bord de la Volga. La première chose qui vient à l'esprit en étranger, quand il s'agit de la Russie, c'est bien sûr Matryoshka. La patrie des Matryoshka, la ville de Semyonov, où se trouve la fabrique de la peinture de Koklama, mondialement connue. À l'époque, la production de la fabrique rapportait à l'État plus de revenus que la production de gaz, usine automobile. La terre en défend, liée avec la vie et l'œuvre d'Alexander Pouchkine, un grand poète romancier russe. Le domaine de Bolshoï Boldne avait été octroyé à la famille Pouchkine par les premiers Romanov, dynastie royale. Une vieille résidence seigneuriale, un parc de domaine à la cascade d'étangs, des allées de bouleaux et des sols pleureurs, l'arôme du jardin de pommes, des pavillons et des petits ponts, tout ça remplit l'âme d'émotions sublimes en aspirant à les strophes d'Alexander Pouchkine. Je suis né pour la vie tranquille, pour le silence campagnard. La lyre est plus libre, hors des villes. Plus vifs sont les songes de l'art. Je m'offre à des loisirs candides. Je longe un lac aux berges vides. Je prie la farniente pour loi. Chaque soleil se lève en moi. Pour l'âme libre et la mollesse, je lis très peu, je dors longtemps. J'oublie la gloire d'un instant. Selon les traditions orthodoxes, l'ancien village de Diveïvo est un des 4 apanages de la Sainte Vierge dans le monde. Ici, au sein de l'église de la Sainte Trinité du monastère de Séraphin, reposent les reliques de Saint Séraphin de Sarov, qui est particulièrement vénéré en Russie. Ayant rempli les vœux d'abstinence, de silence et de claustration, Saint Séraphin a touché à la perfection spirituelle et a obtenu le don de clairvoyance et de guérison.
Des milliers de pèlerins viennent à Diveevo chaque année pour déposer un baiser sur le cercueil contenant le sang relique, pour se plonger dans les fontaines saintes de guérison et passer par le sang fossé. Le Père Séraphin dit « La terrine céleste elle-même est passée par ce fossé. Chacun qui passe par le fossé et qui le fait 150 fois en prononçant les prières à la Sainte Vierge, il retrouvera son Aphone et Jérusalem. Cela vaut déjà la peine de visiter Diveevo. » Comme Libérie, Aphone et Kiev, Diveevo est le seul apanage de la Sainte Vierge en Russie. En août 2001, un nouvel ensemble hôtelier tout près du couvent a été inauguré. Il représente une ville forteresse de l'ancienne Russie avec des tours en pierre blanche aux portes forgées et des terrèmes féeriques en bois. Parfaitement intégré au paysage du village de Diveevo, l'ensemble hôtelier est devenu une de ses remarquables curiosités. Les touristes qui viennent à Diveevo ont une merveilleuse occasion de ressentir l'esprit des vieux temps de Russie et de visiter tranquillement les lieux saints du couvent de Diveevo. La ville frontalière d'Arzamas, au sud de la vieille Russie, est apparue en 1578. Le faubourg de Kozak, un rappel historique de destination frontalière de la ville, est toujours vivant. Relativement indépendant à l'époque, Arzamas était un centre régional et il a gardé l'esprit de la capitale jusqu'à présent. Arzamas est fier de ses coryphées. Les noms des peintres Stepine et Korimsky sont connus dans le monde entier. La fameuse école provinciale de la peinture de Stepine était fondée en Arzamas. Les Arzamassiens ont gardé les rues des marchands appelées Gostiniriat, rang de marchands, qui n'a presque pas changé de visage depuis les 2 derniers siècles. La cathédrale de Résurrection, construite en 1812, est une véritable perle de l'architecture russe de nouvelle époque, qui est comparable à juste titre à la cathédrale moscovite, crie Saint-Sauveur. Les autobus de l'usine automobile de Pavlovo sont populaires dans toute la Russie depuis Kaliningrad jusqu'à Vladivostok. Néanmoins, ce n'est pas le plus grand succès des artisans habiles du village commercial situé à la rive haute de l'Oka. Pavlovo-sur-l'Oka est un centre des métiers de forgeron. Les forgeurs locaux sont orfèvres en la matière. Ils sont capables de forger un cadenas d'un demi-gramme et de 400 kg. Les ouvrages uniques entrés dans le livre Guinness des records. Ils peuvent créer un citronnier de fer forgé et des fameux couteaux de Pavlovo. Le lac de Svetloyar, situé à côté du village Vladimirskoye, dans les régions Voskresensky, voisine avec la région de Semenov, est extraordinaire. L'endroit attirant les pèlerins, les croyants, ainsi que de nombreux touristes. Le lac de l'eau propre et froide, avec la piste mystérieuse autour. D'après une légende, si on contourne ce lac à pied, voire sur les genoux, tous les rêves les plus désirés se seraient réalisés. C'est pourquoi ce lieu saint n'est jamais désert. Jusqu'à présent, on ne peut pas définir l'origine de ce lac sacré et mystérieux, le fait qui anime des légendes. Voilà une légende triste et poétique de la cité de Kitej, où il s'agit de l'invasion de Batukan à la Russie au XIIIe siècle. Quand les troupes de Batukan s'étaient approchées des murs de la ville, les patriarches
se sont adressés vers la Sainte Vierge avec la prière de secours, et la Notre-Dame est descendue des cieux, tenant en main la couverture miraculeuse qui avait caché Kitej, la faisant invisible pour peur. Elle a survécu à la ville, mais est devenue invisible. Et d'après Melnikov-Pechersky, dans la soirée calme d'été, on voit des églises, des couvents et des maisons reflétées dans l'eau. Et le son des cloches de Kitej se fait entendre à la faveur de la nuit. Il y a encore une autre hypothèse sur l'origine du nom de ce lac. On dit qu'au sommet de la montagne, près du lac, il y avait un ancien temple païen nommé le Ravin Clair, en l'honneur du Yarilo, dieu principal des païens. Aujourd'hui, les coutumes anciennes ne sont rappelées que pendant la fête d'Ivan Kopala, comparable à celle de Saint-Jean, qui se déroule durant la nuit du solstice au bord du lac. La terre de Voskresensk, gardant soigneusement les traditions et les reliques chrétiennes, la nature vierge et l'hospitalité attendent de ceux qui s'intéressent à l'histoire de la vie ici et qui cherchent l'harmonie de l'esprit et la beauté. Au XVe siècle, près du lac Jaune au bord de la Volga, Saint Macaire installe une chartreuse. 4 années plus tard, les cohortes des Tatars ruinent le monastère, font prisonnier le moine, mais cependant le relâchent pour la promesse que jamais ils rétablissent le monastère. Au XVIIe siècle, en l'honneur de son exploit, les moines nijni-novgorodiens rétablissent la chartreuse. Dès ce temps-là, le monastère reconnut la gloire et la richesse. Il a joué un rôle important dans l'histoire des terres russes. Notamment à Makariev, trouvait asile en même temps des réformateurs et des vieux croyants passionnés. Parmi les encapuchonnés du monastère était l'évêque Pavel de Kolomna, mis à mort pour la vieille foi, et le métropolite Larion, persécuteur féroce des vieux croyants. À l'intérieur de ces murs vivait en tant que novice Nikita Minov, le futur patriarche Nikon. Le protopope Avakoum se rappelait avec douceur des nuits de Makariev. Mais au XVIIIe siècle, en face du village marchand de Lyskova, on établit la foire. Bien que dans quelques dizaines d'années, on la transfère à Nijni, elle porte encore bien longtemps le titre de la foire de Makariev. Une des chartreuses les plus riches de la vieille Russie à présent, elle est rendue à l'église orthodoxe. Maintenant, ici se trouve le couvent féminin. Pour ceux qui sont passionnés de la nature, de longs chemins, de découvertes et d'aventures, qui sont attirés